BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Grande interview un peu sans dessus, sans dessous, puisqu'on va parler de lingerie, ça va nous changer, mais bien sûr c'est un grand chef d'entreprise qui est avec nous, Laurent Melchior, qui est le co-gérant d'Etam. Bonsoir Laurent Melchior. Bonsoir Edwige. Merci d'être là, beaucoup de choses à voir avec vous. Demain, vous c'est votre grand show, il y en a d'autres, c'est la formation du gouvernement, c'est discours de politique générale. Vous demain c'est avec la question de votre show que vous allez faire, 16e défilé. C'est un moment extrêmement important. Ah, visiblement, il y a un petit problème de micro. Donc on recommence. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est ça la technique. Donc je disais, demain c'est un grand moment pour vous, puisque vous faites votre 16e live show. La lingerie, c'est un peu le Victoria's Secret. Je sais bien que vous n'aimez pas trop qu'on compare. Alors, mais c'est qui recommence à faire son show, puisqu'ils avaient arrêté pendant plusieurs années. Ils avaient arrêté pendant longtemps, mais c'est ça qui vous a un peu inspiré. C'est la Fashion Week à Paris, donc c'est un moment très important. C'est plutôt la Fashion Week qui nous a inspiré. En fait, oui. La réalité, c'est que Etam est une marque est leader français en lingerie. On est un des leaders européens et on a une différence. Et chaque marque doit avoir sa propre différence sur ses produits et sur son univers de marque, qui est qu'on est la marque de lingerie la plus à la mode sur cette gamme de prix. Et la Fashion Week parisienne, qui est la plus grande Fashion Week mondiale, quoi de mieux que exposer ses modèles et sa marque à ce moment. Alors, on va en parler, mais vous comprenez bien qu'on est un peu rattrapé par l'actualité. Par la politique, l'actualité politique. Vous avez vu cette formation du gouvernement, nouveau gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que c'est un gouvernement, à votre avis, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, je ne vous demande pas de lire dans le mar de café, est-ce que c'est un gouvernement que vous considérez pro-entreprise ? Disons que ça pourrait être plus difficile. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Je pense qu'on a au budget à l'économie des ministres jeunes et dynamiques. On a sur l'environnement qui est un vrai sujet aujourd'hui, une vraie contrainte pour les entreprises, même si évidemment on doit bouger. Je pense qu'Agnès Pannier-Runacher est quelqu'un qui est pro business. Je connais moins personnellement Marc Ferracci, qui est le ministre en charge de l'industrie, qui sera sur ce plateau mercredi. Et on a aussi Laurence Garnier qui est ministre de la Consommation. Alors, à quoi va ressembler le ministère de la Consommation ? Voilà, c'est vraiment un point d'interrogation. Je dirais que elle connaissait plus les familles. Hein. Voilà, elle connaissait plus les familles, et on ne va pas débattre sur son point de vue. Mais je pense qu'un point, là où il faut être vigilant, c'est cette hausse d'impôts à venir, que des flat tax progressent légèrement dans un effort aujourd'hui de reconstituer les comptes publics. À la limite, pourquoi pas ? On est à 30%. À combien ça va passer ? 30, 32, 35. Donc vous dites, parce que c'est vrai que la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que sur les retraites, il n'y aura pas de grand Big Bang, il faut améliorer la réforme, mais dans le cadre financier qui restera le même, a priori. Et puis sur la fiscalité, il a dit qu'il fallait que ça touche, Michel Barnier, il fallait que ça touche les plus fortunés et voire certaines entreprises, grandes entreprises. Mais il y a... Où est-ce qu'on met le seuil de la grande entreprise en France ? Voilà. Est-ce que le groupe Etam, 200 millions de chiffre d'affaires, même plus maintenant ? On est souvent considéré grande entreprise, alors qu'en fait, on fait partie des petites grandes entreprises. On est une ETI typique, qui sont assez préservées en Allemagne. En France, on l'est quand même beaucoup moins. On l'a vu dans le Covid. Les petites entreprises étaient très préservées, aidées, mais finalement, probablement tout le monde a été trop aidé. Pas nous, en l'occurrence. On a eu relativement peu d'aide. Et on est dans la catégorie des grosses entreprises qui vont jusqu'à 40-50 milliards. Et donc, du coup, l'écart entre une entreprise de 900 millions et une entreprise qui fait 50 milliards, il est absolument colossal. Il est encore plus important qu'une entreprise qui fait 10 millions. Et donc là, vous dites quoi, là, Michel Barnier, attendez, stop, nous... Non, j'entends dire que certaines niches fiscales, dont l'allègement de charges sociales, sur les bas salaires, pourraient être mis en cause. Donc l'intégration du CICE, qui a fait baisser le coût du travail sur les petits salaires, qui permet d'augmenter le SMIC et que ce soit, entre guillemets, supportable, parce que le SMIC, c'est sûr que c'est une nécessité pour bien vivre en France d'avoir un SMIC un peu plus confortable. Pour autant, si on allégeait les charges sociales, ça serait un vrai problème. Nous, on a évidemment une pyramide de salaires qui est assez écrasée vers le bas compte tenu de la population qu'on a en magasin. On paye sur 13 mois, donc on est déjà 8% au-dessus du SMIC. On a un système de bonus, etc. Mais pour donner une idée, juste depuis le début de l'année, on a ces 800 CDI qui ont été recrutés en France dans nos magasins. Au SMIC ou une indexation du SMIC. SMIC plus on est plus 9%, ça c'est le minimum. Et ensuite, on a une grille. C'est certain que cette rotation de personnel en magasin, dans des industries comme les nôtres, si le SMIC devenait trop élevé, le coût du SMIC devenait trop élevé, donc on alourdissait à nouveau les charges sociales sur ces bas salaires, on est obligé d'ajuster, tout simplement parce que l'équation économique, dans des industries qui sont tendues aujourd'hui, ne permet pas de recruter autant
que nécessaire. Donc je dis juste là c'est sur les bas salaires, c'est les entreprises qui payent, mais c'est les bas salaires qui trinquent entre guillemets. Ok. Donc vous, ce que vous dites, non, on touche pas aux cotisations sur les bas salaires. Premier point. Je pense qu'il faut aider les entreprises à recruter ces bas salaires. En tout cas, il faut pas moins les aider. Est-ce que payer une surtaxe, un impôt de solidarité ponctuellement, si ça existe, est-ce que vous dites OK, ça peut se comprendre? Le problème, c'est qu'en France, c'est jamais ponctuel. On prend des mauvaises habitudes. Je pense que la compétitivité, on n'est plus dans un monde où les frontières sont fermées, même si ça a tendance à se reproduire. Et donc, il y a une compétitivité aujourd'hui de la France par rapport à ses voisins européens et ses voisins mondiaux. Aujourd'hui, notre taux global d'impôt, quand on intègre tous les différents types d'impôts, est parmi les plus élevés. Donc, que des entreprises qui font des espèces de bonus, d'accidents de profit pour des raisons macroéconomiques, et je dis pas ça parce qu'aujourd'hui on est sur BFM et que ça appartient à CGM, mais c'est des choses qui peuvent être envisageables, mais faire attention, des entreprises comme les nôtres, on a des besoins, il y a des industries qui ont des besoins d'investissement. En fait, il ne faut pas confondre le profit, la taxe et les besoins d'investissement. Donc souvent on dit une entreprise elle est profitable, mais en fait quel est son vrai cash flow libre compte tenu des investissements qui sont nécessaires. Oui, d'accord. Il y a un point aussi, on en parle avec Sylvain Maillard, qui est député macroniste, qui était l'ancien président du groupe Renew à l'Assemblée nationale. Il disait le pacte du trail. On peut donc le pacte qui est favorable aux familles, à la transmission d'entreprises familiales. Vous êtes un groupe familial. Est-ce que lui, il disait, il y a quand même un petit peu peut-être des excès sur l'immobilier. Il faudrait peut-être le rectifier un peu. Alors, vous dites stop, attention, danger. Si je peux me permettre, j'ai pas écouté ce que ce cher député a pu dire, mais le pacte du train ne s'applique pas à l'immobilier. Si, l'immobilier d'entreprise, bien sûr. L'immobilier à partir du moment où c'est utilisé comme un produit, donc dans l'hôtellerie, etc. Je pense que si l'immobilier fait partie du modèle d'entreprise et que c'est une entreprise qui investit et qui crée la croissance d'exploitation, si vous voulez. L'immobilier, c'est ça. Donc quand vous êtes un hôtelier, les murs de votre les murs d'usine ou les murs de votre bureau. Je pense qu'on peut pas couper En fait, il faut que ces entreprises familiales, si les familles ont la volonté d'investir dans la durée, en fait, c'est ça la condition sine qua non, elles doivent pouvoir être transmises. Déjà, transmettre, même avec un pacte du trail, ça coûte très cher. Quand vous êtes une entreprise privée, quand vous êtes coté, vous avez la cote, vous pouvez vendre des titres sur le marché, etc. Mais donc, il faut quasiment tout le temps ouvrir son capital. Donc, quand vous avez une valeur importante. Donc, je pense que c'est important que les entreprises puissent fonctionner dans la durée, comme c'est le cas chez nos voisins européens. Donc, ça serait vraiment aujourd'hui, ça forcerait un certain nombre d'entreprises en fait, vendues à des fonds de private equity qui font 1 ou 2 tours. Et ensuite, les entreprises, souvent dans notre métier, en tout cas du retail, sont en difficulté. On s'aperçoit que les entreprises familiales sont celles quand même qui durent dans la durée et qui ont les meilleures performances. Donc, je pense que ça serait une. Et Laurent Melchior, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire refuir des entrepreneurs comme vous à l'étranger? Alors nous, on a toujours été résidents français, toute ma famille. On n'a jamais moi, j'ai fait mes études à Londres et j'ai travaillé en Angleterre, mais globalement, on a toujours habité en France. Et aujourd'hui, ma famille est en France, mes parents sont en France, et on y tient. Et donc, mais si à des moments donnés, en fait, l'équation économique n'est plus tenable, clairement, si le pacte du trail était amené à être aménagé de manière très forte, je connais pas mal de monde qui déciderait de partir en France. Il y a des pays comme l'Italie qui proposent quand même des solutions très alléchantes pour ceux qui veulent transmettre leur entreprise. Voilà, le message envoyé. Textile, on revient sur votre secteur. Donc, juste, le groupe Etam, c'est 900 millions. Est-ce qu'en 2024, ça sera un peu plus ou un peu moins? On est en légère progression de chiffre d'affaires. On fait tourner notre parc magasin. On a le e-commerce qui progresse. On a une rentabilité qui progresse cette année de manière assez significative. Donc ça, c'est le fruit du travail sur le produit, la marque. Quand on fait un grand show comme on va le faire demain soir, c'est parce que en fait, les marques doivent parler. Donc en fait, ce qui commence une marque, c'est le produit d'abord. Le produit est au centre. Elon Musk est le meilleur pour dire c'est mon produit qui prime. Et puis derrière, la façon dont on communique autour de ce produit. Et quand on n'investit pas assez sur le produit et les technologies qui permettent d'amener au meilleur produit et les équipes qui permettent d'amener au meilleur produit et qu'on ne communique pas autour, on disparaît. Et tous les acteurs textiles
qui ont pu disparaître. Oui, parce que ça a vraiment été un été meurtrier, hein, quand même. Un été de plus, j'ai envie de dire, meurtrier dans notre industrie. Pour autant, certaines marques se relancent et certaines marques françaises sont performantes sur différents niveaux de gamme. Alors, je vais me dire que j'y cite trop, hein, mais Camailleux qui a relancé depuis quelques semaines par le groupe Célio. Il y a Inditex qui continue de très très bien performer, qui est une boîte cotée dont tout le monde a les chiffres. Des marques comme Pollen qui faisaient des sacs à main en cuir qui étaient du milieu de gamme et montés en gamme avec des très bonnes performances. Et un groupe comme Etam qui se porte bien depuis plus de 100 ans avec des années plus difficiles. Oui, mais il y a des marques un peu traditionnelles aussi qui ont disparu. Mais parce qu'il n'y avait plus la compétence, parce qu'il n'y avait plus les investissements, hein, parce que c'est un métier où quand vous gagnez de l'argent, même quand vous faites un EBITDA de 60-70 millions d'euros sur 900 millions de chiffre d'affaires, l'intégralité du free cash flow que vous générez, vous le réinvestissez dans l'entreprise en capex. Une petite année d'investissement pour un groupe comme Etam, c'est 35 millions. Donc vous devez déjà sortir 35 millions de free cash flow pour pouvoir investir dans les ouvertures de magasins, dans la rénovation, dans la technologie, quand on renouvelle un système Et sinon, voilà, la sinon, vous vieillissez et vous devenez non performant. Et donc quand vous êtes en LBO et que la dette représente ces 35 millions et que vous ne sortez pas l'excess cash, vous ne pouvez plus investir, les entreprises elles disparaissent. Dans tous ces métiers du produit, du consumer goods, l'environnement de marque et l'environnement retail est absolument essentiel pour le succès. Donc nous, on a cet engagement de réinvestir. C'est pour ça que les entreprises qui sont dans cette mouvance-là, il faut qu'elles puissent être transmises à condition que les conditions restent les mêmes. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Et donc le show, typiquement en Covid, en 2020, on avait décidé de maintenir le show. Et pourtant, c'était une des choses qu'on aurait pu couper, parce que les marques doivent parler d'elles. Alors, parlons de ce fameux show, parce que effectivement, c'est vraiment le côté, c'est votre fer de lance, enfin, c'est ce qui porte votre groupe. Donc, c'est un show qui se déroule à la Monnaie de Paris, sur les quais de Seine, près du Pont-Neuf. C'est donc la 16e édition. Faites-nous rêver un instant quand même, Laurent Melchior. C'est des salons particuliers, c'est 550 invités triés sur le volet. C'est évidemment des rediffusions en direct. Alors on passe sur TikTok, Insta. TikTok, Instagram, etc. On passe aussi sur la télé française à la suite du quotidien en direct sur TMC. Mais derrière, c'est sur les réseaux sociaux, c'est jusqu'à 300 millions de posts qui sont vus autour du show dans la semaine qui suit le défilé. Donc, à partir du moment où le contenu est de qualité et qu'il est relayé par un environnement d'influenceurs et de médias performants, et c'est pour ça qu'on est partenaire avec le groupe Meta sur cet événement, ça permet en fait de rendre la marque plus forte. Ce que les Américains savent très bien faire, en fait, se faire le show et le faire savoir. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment effectivement un moment fondateur pour la marque Etam dans l'année. C'est notre plus gros événement de communication. Et la Fashion Week, c'est la Fashion Week, on a la chance d'être français, c'est la Fashion Week la plus internationale de toutes les Fashion Week, et ça nous permet de rayonner au travers des 50 pays dans lesquels on vend la marque. Qui est le vecteur, le média le plus fort pour votre marque Etam, hein, sachant que vous avez une autre marque de prêt-à-porter qui s'appelle Maison 123. Et on a une marque de lingerie qui s'appelle Undies également. Oui, absolument. Où vous êtes partenaire. Non, Undies, on est à 100%, et après on a deux petites marques, Isée, dont on a 80%, et la fondatrice est encore très actionnaire et dirigeant de son entreprise, et Livy, qu'on a cofondée avec une ancienne styliste. Voilà, je confondais avec Livy, pardon. Sur les vecteurs le plus important, c'est les influenceurs, les influenceuses. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? C'est toujours le cas. Maintenant, la nature des influenceuses est en train d'évoluer. Ouais. Les influenceuses professionnelles, qui sont des... Pour vous, il y en a combien ? Il y a l'infini, en fait. D'accord, non, et vous parlez d'une marque comme Maison 123, on parle d'un été meurtrier dans la mode. Maison 123, c'est typiquement une marque qui est milieu de gamme, qui fait 150 millions de chiffre d'affaires, qui était en difficulté il y a quelques années, et avec un très beau produit. Ouais. Et une très belle équipe sur le digital. Une super dirigeante, une super styliste et un travail marketing en termes d'image et en termes de relais auprès d'influenceuses. Aujourd'hui, les quasi-intégralités des clientes qu'on recrute sont grâce à l'influence. Et là, on parle de micro-influence, d'influenceuses entre 2000 followers et 100 000 followers. Voilà. C'est ces influenceuses qui ont des communautés, qui ont envie de leur ressembler, qui ont confiance en ce qu'elles disent, parce que c'est des filles qui sont authentiques. Après, on se crée de l'image avec des méga influenceuses.
Kim Kardashian, évidemment, elle a un retentissement mondial. Mais on sait qu'elle nous vend quelque chose. Elle sera là demain. Non, Kim Kardashian ne sera pas là, mais demain, on a 250 influenceuses qui viennent des 4 coins du monde qui sont là, que ce soit des Mexicaines avec lesquelles on est en partenariat et on fait des collaborations depuis 3 ans, des Américaines, beaucoup de Françaises, des Léa Lui, Léna Situation, etc., qui sont présentes à notre show. Et donc c'est un mix entre des Français et des internationales, mais c'est évidemment un relais très important. Mais pour ça, il faut leur donner le bon contenu à relayer et que la marque ait quelque chose à raconter et que les produits soient au rendez-vous. C'est-à-dire que juste payer des influenceuses, s'il n'y a pas derrière un contenu qui sort du lot, votre post, en fait, il fait pchit, il apparaît et puis les gens ne regardent pas et il disparaît. Et donc du coup, c'est ça qu'on anime et donc on travaille avec elle en fait tout au long de l'année. Et ça, c'est le point d'orgue de ce calendrier marketing qu'on a avec ces influenceuses. Maintenant, les médias, les investissements qu'on fait sur le groupe Meta ou chez Google sont évidemment importants. Ensuite, on fait un peu de télé, on fait de la presse également. Et tous ces médias, en fait, ils se complètent. Et évidemment, avec JC Decaux, de l'outdoor advertising, de l'affichage extérieur, qui est très important pour la notoriété de marque. Combien? On peut savoir le coût du défilé? Oui. On l'a jamais donné. C'est l'occasion. On l'a jamais donné. Mais la transparence. On dépense un peu plus de 4% de notre chiffre d'affaires en marketing et hors médias. Et donc c'est un coût significatif, mais finalement c'est un coût dont tout le monde parle de ce défilé et on a réussi à en faire un rendez-vous de la Fashion Week après 16 ans. On a travaillé pendant 15 ans avec un garçon qui s'appelait Jean-Yves Le Fur, qui est décédé en début d'année, donc c'est la première fois qu'on le fait avec une nouvelle agence. Il nous avait apporté cette idée et c'est devenu un rendez-vous parce qu'on y met les moyens et parce qu'on fait ça avec le cœur et avec goût. Le Made in France, il est possible comment Etam, par exemple, Maison 123, c'est fabriqué où? Alors, Etam, c'est fabriqué beaucoup en Asie, ça reste. beaucoup en Chine, beaucoup au Bangladesh. Ensuite, on a d'autres pays d'Asie qu'on est en train d'explorer. Vous ne pouvez pas faire fabriquer en France. Alors, on a conçu notre première usine en Tunisie. Donc, on a ouvert il y a 1 an une usine en Tunisie qui sera dimensionnée pour faire plus d'1,5 million de pièces, dans laquelle on fabrique l'intégralité des pièces de nos soutiens-gorge pour avoir une réactivité. C'est-à-dire que se rapprocher, il faut être plus réactif. Le Made in France, sur une gamme comme Etam, c'est impossible. Ce que je dis, c'est qu'un soutien-gorge fabriqué en Chine, il coûte 100, au Bangladesh, il coûte 90, en Tunisie, il coûte 130, en France, il coûte 300. Donc, en fait, on n'a pas les niveaux de prix qui le permettent. Une marque comme Livy fait quelques produits de haute valeur ajoutée, haute lingerie en France. Maison 123 fait quelques produits en France, quelques produits en Italie, des pulls est un prêt-à-porter. On a quelques pulls qui viennent d'Italie parce qu'il y a un vrai savoir en Italie. On a des collants qui sont fabriqués en France et demain on pourra probablement fabriquer des culottes en France avec des usines assez robotisées. C'est vrai que l'écart de coût de main d'œuvre aujourd'hui en France et productivité ne permet pas de vendre ces niveaux de prix de produits. Donc il faut être à partir de Maison 123. Voilà, on a une petite part de notre gamme qui est fabriquée en Europe, dont certains produits en France. Et puis on sait que l'IA est importante pour vous aussi. Vous travaillez un petit peu. L'IA est importante. Alors les premiers usages de l'IA, c'est les images, c'est les photos. Aujourd'hui, on est capable de produire, de mettre un produit sur une fille virtuelle dans un décor virtuel à un niveau de qualité qui est supérieur à celui de la photo. Donc pour le e-commerce, c'est clairement quelque chose qu'on est en train de regarder. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'égéries qui ont une vraie histoire que les fans suivent. Et donc ça sera toujours important. Ça sera un mix des deux. Mais l'IA, tout le monde parle de l'IA comme c'était facile. Faire de la traduction, c'est facile, etc. Maintenant, l'IA dans l'entreprise, il faut que la data de l'entreprise soit extrêmement bien organisée. Donc d'abord, on a un sujet, nous, qui est de faire un énorme data lake. D'organisation. Après là. Et du coup, derrière, on va pouvoir déployer des usages d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci, Laurent Melchior, d'avoir été avec nous. Donc, co-gérant d'Etam. Et puis, rendez-vous demain à 21h. Absolument. Sur etam.com pour le show. Merci beaucoup.